Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel, votre nouveau rendez-vous consacré à la réflexion, à la création, mais aussi à l'imaginaire. Nous allons donc régulièrement nous retrouver pour pouvoir vous présenter des personnes qui pensent, qui imaginent et qui créent, bref, qui innovent. Pour ce premier rendez-vous, j'ai le grand plaisir d'accueillir plusieurs personnalités qui font chacune autorité dans leur domaine, l'idée étant évidemment de vous proposer des profils différents, mais aussi atypiques. Et donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Serge Depatoul, député bruxellois. Il est également premier échevin à Oudoué-Saint-Pierre. Je reçois également Stéphane Hugeux, qui est le cofondateur de la start-up Ewala, qui propose des solutions innovantes en matière de télécommunications. Et j'aurai aussi le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Malika Madi, romancière, essayiste, conférencière, qui tiendra une chronique régulièrement, ici même, dans Horizon Intellectuel. Je me tourne vers vous, Serge Depatoul. Merci de nous faire l'honneur de venir sur le plateau d'Horizon. Merci infiniment. Alors, il se trouve que vous étiez, il n'y a pas très longtemps, en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, où vous avez été représenté votre commune à l'occasion du lancement officiel du programme d'enregistrement informatisé des naissances, qui a donc été lancé avec l'ensemble des partenaires du projet, dont également une délégation venue de la Norvège, mais aussi des autorités congolaises. Alors, d'un mot, parlez-nous un peu d'abord de ce projet et qu'est-ce qui justifiait votre présence? Alors, je vais recadrer le projet en disant tout d'abord que, puisque l'année prochaine on va fêter les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, c'est vraiment l'application de l'article 6 de cette déclaration, c'est-à-dire donner une existence administrative à tout citoyen. Alors, le projet, il a déjà commencé depuis 5 ans. Ce que nous avons réalisé dans ce projet, c'est un recensement dans la ville de Goma, où nous avons recensé plus de 870 000 personnes. Maintenant, nous devons actualiser évidemment les données en permanence et nous mettons en place un système d'enregistrement informatisé des naissances pour alimenter ce registre de la population et donner existence administrative aux nouveau-nés. En réalité, le projet dépasse Goma. C'est vraiment une volonté de le faire maintenant sur la ville de Goma, sur la ville de Butembo et de Beni, c'est-à-dire les 3 grandes villes du Nord Kivu, où on n'est pas exactement au même niveau, puisque on a expérimenté en quelque sorte au Nord Kivu un système où en réalité les recenseurs ont fait le tour de tous les habitants avec un appareil style smartphone, où ils ont enregistré directement les données en les informatisant, mais en ayant en même temps une localisation du ménage ainsi enregistré, ce qui permet d'avoir aussi une forme de cartographie de la ville. Ça, c'est le travail qu'on a réalisé à Goma. Aujourd'hui, on passe à une deuxième étape, et pour Butembo et Beni, nous allons commencer par la deuxième étape en quelque sorte et mener la première en parallèle. L'objectif est d'arriver à ce que pour les 3 grandes villes, on ait un registre complet de la population, de tous les habitants, et qu'on ait implémenté un système d'actualisation permanente des données. Alors la question que l'on pourrait se poser, bien évidemment, c'est que qui dit informatisation, dit forcément énergie électrique, donc électricité. Comment on fait pour pallier ces difficultés parfois d'obtenir de l'énergie électrique avec les délestages qui sont parfois intempestifs? Est-ce que vous avez pensé à des solutions du type énergie solaire, par exemple, ou pas? Oui, bien sûr. En fait, on fonctionne avec des appareils avec batterie, ce qui nous permet en quelque sorte de ne pas être en délestage, mais on a des systèmes d'énergie solaire et l'électricité locale pour recharger les batteries. C'est une question qui se pose en permanence, mais l'avantage ici, c'est qu'en réalité, le travail se fait immédiatement par la personne qui encode les données. Il n'y a plus d'autres opérations à mener. En réalité, c'est encodé, transféré au fichier central,
Et, alors précisément, le fichier central, il se trouve où? Enfin, où se trouve le serveur? En RDC ou bien à l'étranger? Alors, il se situe à 2 endroits. Bien sûr en RDC, mais vous savez, entre autres à Goma, avec le volcan Nyiragongo, il y a toujours un risque permanent. Et donc, il faut délocaliser. Et donc, l'objectif, c'est évidemment d'avoir une délocalisation du serveur pour pouvoir, en permanence, avoir une sauvegarde. Donc il y a toujours 2 endroits, mais c'est évidemment la propriété des mairies et exclusivement des mairies. Alors, nous restons dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je vais revenir vers vous, Serge de Patoul. Je voudrais que l'on cède la parole à Stéphane Hugeux. Vous êtes donc cofondateur de Ewala, qui est une entreprise qui propose vraiment des solutions innovantes en matière de télécommunication. Parlez-nous un peu de la genèse de votre start-up. Donc Ewala est un projet qui a commencé en septembre 2016. Donc avec Sinoué, donc mon cofondateur, on a fini nos études et on s'est essayé de lancer dans un projet parce qu'on avait des opportunités pour travailler dans des boîtes, mais on préférait lancer notre propre projet. Donc on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire en ayant un lien avec l'Europe et l'Afrique. Et donc on a directement pensé au paiement et au transfert d'argent. Donc on a rejoint aussi le programme de Microsoft, le Microsoft Innovation, un bootcamp qu'on a remporté, et de là on s'est décidé, on a validé nos hypothèses, on s'est décidé de se lancer notre projet. Et là ça va faire 1 an le 19 décembre qu'on a lancé notre plateforme Ewala, donc ewala.co, qui permet depuis l'Europe, la Belgique et le monde entier de pouvoir recharger en crédit d'appel et en data n'importe quel téléphone en Afrique. Donc on est disponible aujourd'hui dans 37 pays. 37 pays africains ou bien dans le monde? 37 pays africains, plus de 140 dans le monde. On a connecté avec 400 opérateurs et plus de 4 milliards de téléphones mobiles. 4 milliards de téléphones mobiles. Prépayés, oui. Prépayés. Exactement. C'est incroyable. Je suppose que l'on peut recharger un téléphone à Goma. Oui, tout à fait. Au Congo, on travaille avec le réseau Orange. Okay. Et donc là-bas, n'importe quel numéro Orange peut être rechargé de manière instantanée. Donc, alors pourquoi vous êtes lancé dans les télécoms? Est-ce que vous aviez dans vos idées, lorsque vous vous apprêtiez à entreprendre justement d'autres secteurs d'activité qui vous auraient intéressé, ou bien c'est beaucoup plus par opportunité, je dirais? L'opportunité, c'est vraiment, on voulait toucher à tout ce qui tourne autour du mobile. Ça veut dire qu'on a remarqué qu'en Afrique, tout le monde a un téléphone, mais pas tout le monde, et moins de 15% de la population a accès à un compte bancaire. Et donc, il y a des nouvelles opportunités telles que le mobile money, dont notamment M-Pesa au Kenya, qui permet aux gens qu'avec un simple téléphone, pas forcément un smartphone, de pouvoir justement avoir accès à cette inclusion financière. Et donc, on a commencé à tourner autour de ça et on s'est dit pourquoi justement ne pas faire des transferts d'argent directement d'une application vers un téléphone portable. Donc ça, c'est le but, mais pour ça, il faut avoir une licence, il faut lever des capitaux. Et donc, entre-temps, pour ne pas perdre de temps, on s'est dit, on va tester avec justement les recharges par crédit d'appel, parce que ce sont des micro-rémittances, parce que ça a de bons avantages, envoyer des petites sommes. Et le crédit d'appel, c'est le deuxième bien de consommation en Afrique après la nourriture. Donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on permet de faire. Alors précisément, vous avez énormément de projets, vous venez notamment d'en évoquer l'un, en tout cas en ce qui concerne les transferts d'argent. Est-ce que vous ne craignez pas, au fond, d'être en concurrence avec les grandes enseignes, même si par ailleurs, certaines d'entre elles déjà se lancent dans les transferts d'argent via des applications? À la fin, ça va être plutôt le choix pour les clients. Mais ils auront le choix d'aller justement dans ces grandes enseignes ou dans de nouvelles startups. À partir du moment où on offre le même service, le même niveau de sécurité, c'est à eux de nous faire confiance et d'essayer. Après, il y a une bataille, il y a différentes batailles de communication, de marketing et de prix. Mais après, c'est justement le client a le choix. Maintenant, il peut savoir s'il met son argent dans telle compagnie, qu'est-ce que ça lui apporte, qu'est-ce que ça peut permettre de faire, comparé à une grande enseigne qui est là depuis longtemps et qu'est-ce qu'il lui a apporté depuis. Donc voilà, ça va jouer, à mon avis, à ce niveau-là. Alors, Serge de Patoul, j'imagine que ce qui vient d'être dit vous inspire d'une certaine manière. Vous avez un projet aussi, je pense, au niveau de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, au Burkina Faso, je pense. Oui, à Ouagadougou. Alors, je voulais peut-être réagir sur ce qui vient d'être dit. Mais j'écoutais avec grand intérêt, et en fait, je suis très heureux d'être à la même table, parce que je vois déjà des utilisations qu'on pourrait avoir dans le cadre du projet. Nous travaillons beaucoup avec les téléphones maintenant, parce que c'est un des moyens de paiement. Et nous sommes confrontés à des transferts de fonds. Et je vois tout de suite le fait que l'on puisse arriver maintenant, éventuellement, à faire des transferts, nous, immédiatement, en direction des destinataires précis, tant à Goma qu'à
Ouagadougou. Et ce serait un service, on va s'échanger des adresses parce Tout à fait. que ça me paraît vraiment très très intéressant et ça répond à une question qui reste fondamentale dans la coopération, c'est d'arriver à une traçabilité des flux financiers. Il faut clarifier. Et comme le problème du compte bancaire est une difficulté pour une grande partie de la population, donc les recenseurs par exemple n'ont pas de compte bancaire, ce qui est légitime, on peut arriver par le biais, si j'ai bien compris, du système à nous avoir en fait une forme de fonctionnement de compte bancaire, ce qui serait évidemment un progrès substantiel. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui généralement entendent parler de jumelage entre villes ou communes, c'est parfois, je dirais, le grand mystère. On a l'occasion ici d'avoir un élu local qui va peut-être nous expliquer en quoi cela consiste. Serge de Patoul, qu'est-ce qu'un jumelage très concrètement et quels sont les, je dirais, segments, les secteurs qui sont visés prioritairement? Alors un jumelage, je dirais, est d'abord une volonté politique, de le faire ou de ne pas le faire. Il n'y a pas d'obligation de faire des jumelages, il n'y a pas d'obligation d'agir. Donc c'est un choix politique de vouloir agir ou ne pas agir. Ici, la manière dont moi je traite la question, c'est que d'une part, la commune a un petit budget, mais j'estime qu'il faut multiplier ce budget par d'autres subventions. Et le projet que nous avons est en fait un projet financé par la coopération belge, qui finance l'ensemble du projet. Nous finançons en quelque sorte des à-côtés, parce qu'il y a toujours des à-côtés, et il faut utiliser ce jumelage pour pouvoir en fait créer des liens d'amitié, parce qu'un jumelage a du sens que s'il y a un transfert de connaissances mutuelles dans les deux sens, mais s'il y a aussi des liens d'amitié qui se font entre la population, entre les populations. Et donc, quand on a un projet de jumelage, il faut répondre à deux questions. La première, c'est de dire, mais quels sont les objectifs qu'on fixe à ce jumelage et comment implique-t-on la population ou les populations? Ça, ce sont les deux questions. Alors, le choix qu'on a fait et que je porte à Oulé-Saint-Pierre, c'est d'avoir en tout cas pour le Nord Kivu et Ouagadougou, être inscrit dans un programme de réhabilitation des états civils et services population, parce que c'est aussi nos compétences et nous avons là une capacité de pouvoir encadrer, mais je précise bien que l'objectif n'est pas de faire en lieu et place. Je dis toujours quand je suis là-bas, je n'apporte pas d'argent, j'apporte du travail. J'apporte du travail, parce que le travail, c'est les locaux qui vont devoir. Mais c'est vous qui le donnez, ce travail, ou bien ce sont les pouvoirs publics locaux? Alors, c'est nous qui apportons un certain financement, c'est vrai, pour que le travail puisse se faire, mais en soi, l'argent ne va payer que des rémunérations, que l'exécution d'un travail. Et donc, ce qui est important, me semble-t-il, c'est de dire la bonne coopération, c'est le fait d'arriver à ce que les pouvoirs locaux fassent le travail pour atteindre les objectifs. Et nous avons l'avantage soit d'expérience déjà antérieure, soit du recul qui nous permet de faire une analyse critique et de conseiller, mais je ne vous cache pas qu'une série de solutions préconisées n'ont abouti qu'après de longues discussions et ont été en réalité imaginées et créées par les autorités locales. Nous sommes là pour questionner, pour comprendre, et puis se dire, mais oui, si c'est la manière dont on répond aux coutumes et us locales, très bien. Vous avez lâché le mot créativité, et je pense que c'est ça qui a guidé, en tout cas, et qui vous a motivé dans le lancement de votre start-up. Je précise d'ailleurs qu'il y a de cela quelques mois, vous avez mené une opération de com qui s'est fait plutôt remarquer, qui a fait le buzz avec notamment Brussels Airlines. On vous a vu, ainsi que votre partenaire à l'aéroport, avec des passagers en partance pour le Congo, je pense, et vous proposiez en fait vos produits en expliquant son fonctionnement. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord nous dire la genèse de cette collaboration avec Brussels Airlines? Donc on a approché Brussels Airlines 2-3 mois avant, parce qu'on voulait faire une action, parce que quel est le lien entre l'Afrique et l'Europe, et Brussels Airlines nous est venu directement en tête. Donc on a discuté avec leur service marketing, on a réfléchi à qu'est-ce qui pouvait se faire, et donc pour la fête nationale du Congo, on rappelle le 30 juin. Le 30 juin, on s'est dit on va faire une surprise à tous les passagers de l'avion, et on a créé une petite carte à gratter qui était co-brandée Brussels Airlines et voilà.
et on a offert une recharge à tous les passagers de l'avion. Alors, comment est-ce qu'ils ont réagi globalement? Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, bien sûr. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Vidéo que l'on va regarder dans quelques instants. Brussels Airlines offre à tous ses passagers pour la fête nationale du Congo $3,90 pour recharger un mobile au Congo en utilisant la plateforme Ewala qui vous permet de recharger le crédit mobile de vos proches dans plus de 37 pays en Afrique. Donc voilà, comme vous pourrez le voir sur la vidéo, donc ils étaient contents, ils étaient heureux et ils ne connaissaient pas forcément le service. Donc au début ils comprenaient recharger d'ici et tout, ils étaient sceptiques et puis quand ils l'ont fait, ils étaient directement en train d'appeler la personne sur place, t'as reçu, puis après là ils étaient contents et après ils ont dit on va réutiliser. Donc, Est-ce que c'est le genre d'opération que vous souhaiteriez répéter éventuellement avec une autre compagnie aérienne? Vous êtes présent en RDC bien évidemment, mais vous êtes aussi présent en Afrique du Nord. Exactement, on est présent au Maroc où là la particularité du Maroc c'est qu'on a 2 services. Donc le premier c'est directement la recharge de crédit d'appel, le deuxième c'est la recharge directement de data internet. Parce qu'au Maroc ils communiquent énormément avec l'Europe via WhatsApp ou d'autres plateformes de VoIP. Et donc là-bas c'est que généralement ils vont à l'épicerie, ils rechargent leur téléphone et ils ont directement du data. Les gens peuvent, leur famille ou leurs proches, leurs amis peuvent directement le faire d'ici. Et donc c'est vraiment sur ce programme qu'on veut axer par rapport au Maroc et vraiment sur internet. Et on est ouvert à tout type et toute forme de partenariat. C'est le but d'une start-up. Cela signifie que sur les 37 pays que vous couvrez en Afrique, je dirais que le taux de pénétration n'est pas le même et les demandes ne sont pas les mêmes. Exactement. Par exemple, au Congo, actuellement, on n'a qu'un opérateur sur les 3, tandis qu'au Maroc, on a 100% des opérateurs. 100% des opérateurs. Exactement. Inouï, Maroc Télécom et Orange, anciennement Minitel. D'accord. Alors, M. Depatul a réagi à vos propos en disant qu'il y avait des convergences qui étaient envisageables. Comment cela pourrait se traduire éventuellement? Pour nous, de notre côté, on s'en est ravis parce que c'est un secteur qui nous fait plaisir de pouvoir collaborer avec. Justement, le mobile money offre cette traçabilité directement chez la bonne personne, que ça passe pas par des intermédiaires et qu'il n'y ait pas d'argent qui est pris sur le côté. De notre côté, on travaille justement là-dessus sur notre licence. Donc, on espère avoir notre licence dans le courant de l'année 2017. Et dès lors, on pourra se revoir avec plaisir et justement pouvoir effectuer ces opérations pour vous. On va revenir peut-être sur vos projets au Burkina Faso. On a abordé donc la question de Ouagadougou exactement. Alors précisément, de quoi s'agit-il? Et est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce qui est fait notamment à l'est de la RDC? Oui, il y a une différence. C'est d'ailleurs assez intéressant d'observer ces différences. L'objectif reste la réhabilitation d'état civil. Mais le Burkina Faso est en fait influencé par le système français. Et le système français sépare l'état civil et le registre de la population. Ah, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Alors, quelle est la différence entre les deux, pour ceux qui nous suivent? Alors, l'état civil, c'est vraiment acter la naissance, l'existence administrative, c'est acter les grands changements, c'est le mariage, c'est le divorce, et acter le décès. C'est donc, on acte la situation de l'état civil de la personne. L'état civil, en fait, alimente le registre de la population. Et au Burkina Faso, le registre de la population est sous la responsabilité de l'État. Donc, il y a une différence. Les communes doivent faire l'état civil et communiquer, mais ça s'arrête là. Et donc, on travaille vraiment exclusivement sur la réhabilitation de l'état civil. Le système est également fort différent parce qu'au Burkina Faso, ils ont maintenant un système où, en fait, l'État paye les consultations prénatales et postnatales. Ce qui veut dire que les mères ou les futures mères vont voir le médecin. Et donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde passe et on peut faire l'enregistrement. Il y a là donc un mécanisme qui nous facilite le travail, puisqu'il y a cette aide financière qui est d'ailleurs un beau progrès.
et qui fait passer toutes les futures mères à l'endroit de la maternité, simplement, et aux consultations. Donc l'approche est assez fondamentalement différente. Je dirais que l'approche au Burkina Faso est un peu plus facile, mais j'ajoute qu'on est à Ouagadougou, c'est-à-dire la capitale, grosse ville, qui a déjà un développement. On n'est pas dans une petite ville au fin fond du Burkina Faso où les problèmes sont quand même plus complexes. Vous avez quand même Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina. Oui, mais c'est quand même plus facile que, disons, dans les villes plus retirées. Au nord Kivu, on n'est pas à Kinshasa, donc c'est déjà plus compliqué. Et si l'État burkinabé a le souhait en fait de faire un registre national et donc prend aujourd'hui en charge l'établissement de ce registre national et donc l'informatisation, ce qui signifie que pour nous, on attend qu'il nous donne le programme à utiliser. En RDC, il n'y a rien que l'État organise pour l'instant et donc on doit supprimer. Un des grands problèmes d'ailleurs qui est régulièrement évoqué, c'est la conservation des archives. On se rend bien compte que c'est parfois très difficile pour une personne de retrouver un extrait de date de naissance, un certificat de décès ou un document qui atteste que tel ou tel s'est marié. Là aussi, est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées Alors, il y a une législation, mais j'appelle cette législation une législation théorique, parce qu'elle est impraticable. Et quand on voit l'archivage, on peut se certain qu'on ne va rien retrouver. Et donc la seule solution, c'est d'utiliser de nouvelles technologies et de passer directement à des formules de maintien de l'archivage sur support informatique. C'est, à mon sens, la seule solution réaliste et réalisable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en matière de technologie, la population de cette partie de la RDC, que ce soit Goma, Bilu, Butembo, est susceptible effectivement de bénéficier des services que vous proposez. Alors on va peut-être se projeter dans l'avenir. Quels sont les projets d'Ewala pour les prochains mois, les prochaines années? Alors lundi, il y a une troisième personne qui a rejoint l'équipe. Donc il rejoint. Nous sommes heureux de le savoir. Exactement. Donc là, on est en train de finaliser un seed round pour pouvoir justement préfinancer la partie pour avoir notre licence. Alors pour ceux qui nous suivent, de quoi s'agit-il? Donc c'est une petite levée de fonds. D'accord, c'est une augmentation du capital. Parfait. Pour justement pouvoir accélérer notre business et pouvoir justement remplir tous les papiers pour avoir notre licence. On espère que d'ici l'été, on aura notre licence et commencer le service de transfert d'argent, d'abord en Belgique et puis après continuer à augmenter dans toute l'Europe. Après avoir donc la licence belge puis un passeport européen. Alors je voudrais peut-être qu'on revienne un peu sur votre circuit de distribution. Ici, au fond, comment est-ce qu'on peut accéder à vos produits au niveau de la Belgique? Vous avez des correspondants, vous avez des magasins partenaires. Comment tout cela est organisé? Alors voilà, on a commencé au mois de février justement à créer un business avec des partenariats avec des magasins. Donc actuellement sur Bruxelles et Anvers, on a 70 magasins qui revendent le produit. Donc comment ça se passe? Vous allez dans le magasin, vous donnez le numéro de téléphone et le montant que vous voulez recharger et la personne effectue la transaction pour vous. La personne la reçoit dans les secondes. Ou sinon, vous allez, si vous êtes en Belgique, en France ou à l'étranger, vous allez sur notre site internet. La procédure est très simple, vous mettez le numéro de la personne, on vous propose une série de montants, vous cliquez sur le montant que vous souhaitez. Ensuite, vous payez avec votre carte Banque Contact ou votre carte Visa Mastercard. Alors, il se trouve que l'on nous annonce des paiements sans contact. Ça commence déjà maintenant, j'imagine. Ça a une incidence en particulier ou pas pour vous? Peut-être dans les retail où là le magasin ou la personne pourra justement avec sa carte de banque, si pas avec sa carte de banque, mais sur nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec l'application bancaire, mais la personne s'enregistre et met juste son mot de passe et c'est rapide, quoi. Il n'a pas à utiliser son boîtier et perdre du temps. D'accord. Ça facilite la transaction. Ça facilite la transaction, l'objectif étant aussi, Serge de Patoul, de faire en sorte qu'au niveau de l'état civil des villes où vous êtes en jumelage, il y ait là aussi des solutions qui puissent permettre justement aux administrés de pouvoir obtenir facilement les documents. C'est un véritable cheval de bataille, on le sait très bien, dans beaucoup de pays africains et singulièrement en Afrique subsaharienne. Alors, on va peut-être se projeter aussi
aussi dans l'avenir. Vous avez pour l'instant un projet qui est en cours de réalisation en RDC et au Burkina Faso. Est-ce que la commune de Woluwe-Saint-Pierre a déjà ciblé ou identifié d'autres pays? Alors, on travaille pas par pas. Donc, une chose à la fois. Ce qu'on souhaite, c'est en réalité faire une démonstration qui puisse être répétée. D'une certaine manière, on a fait la démonstration avec Goma pour le recensement. On va la répéter à Butembo et Beni. C'est déjà, je dirais, une réussite que d'arriver à pouvoir transférer une méthodologie pour arriver à un recensement. Pour l'enregistrement des naissances, on va faire la démonstration maintenant avec les nouvelles technologies. Et cette démonstration, j'espère bien qu'elle va être probante et qu'à ce moment-là, on pourra la proposer par ailleurs. Parce que l'objectif, c'est aussi que les pouvoirs locaux aient la capacité de le mettre en place avec la création du financement pour le mettre en place. Parce qu'in fine, la connaissance de sa population permet d'assurer une certaine fiscalité. Et de nouveau, par rapport à la fiscalité, ce qui est essentiel, c'est arriver à la traçabilité. C'est que la contribution arrive effectivement à la caisse du pouvoir public et puisse être dépensée par le pouvoir public. En d'autres termes, c'est de faire en sorte que le trésor public soit alimenté autant que faire se peut, mais que surtout, on puisse retrouver effectivement la trace physique, numérique, devrais-je dire, des paiements qui sont effectués. Ici, il s'agit quand même aussi de transfert de technologie. Est-ce qu'il y a un moment où finalement, vous, en tant qu'entité décentralisée, la commune, vous vous dites, voilà, nous on va se retirer et on va vous laisser opérer en toute autonomie. Est-ce que c'est aussi ça la finalité? Ah, c'est clairement ça la finalité. Donc on a un programme qui s'étend jusqu'en 2021. L'objectif, c'est qu'en 2021, le système soit autonome et qu'en réalité, il soit implémenté et qu'il ait créé les recettes pour pouvoir continuer dans le temps. Ça, c'est clairement l'objectif. Et en tout cas, pour les 3 grandes villes, après, je dirais qu'il y aura les campagnes, c'est un peu compliqué, mais après, il y aura les campagnes pour arriver au moins à faire la démonstration sur l'ensemble de la province du Nord Kivu et alors étendre sur les autres provinces. D'accord. Idem à Ouagadougou. Tout à fait. Stéphane Hugeux, je reprends le mot, je rebondis sur le terme autonomie. Est-ce que le système que vous avez mis en place, vous et vos partenaires, est-ce que à un moment donné, il a vocation, au fond, à se suffire à lui-même? En d'autres termes, est-ce que vous aurez toujours besoin d'y jeter un œil, ou bien il y a un moment où, au fond, le système va s'organiser de façon totalement indépendante? Mais il est déjà d'une certaine manière où c'est pas nous qui effectuons les transactions de manière manuelle. D'accord, donc, ok. À ce niveau-là, oui. Après, oui, le but c'est que les personnes puissent justement utiliser l'application et le faire par eux-mêmes de manière la plus simple et la plus rapide possible. Alors vous qui êtes vraiment à la pointe de la technologie, aujourd'hui, on voit très bien que ça évolue extrêmement vite à travers la recherche fondamentale et à travers les innovations qui sont apportées régulièrement et chaque année. D'après vous, c'est quoi la prochaine étape? Le blockchain. On en parle déjà. Voilà, on en parle et je pense qu'il y a quelque chose à faire justement en termes de traçabilité et de facilité pour les paiements, de sécurisation des paiements. Il y a quelque chose à faire. On en est qu'au début, donc c'est une hypothèse qui commence à se vérifier tout doucement. Et voilà, donc il faut l'étudier, il faut faire des recherches, il faut faire du développement aussi. Mais c'est quelque chose qu'on regarde avec assistance, en tout cas chez Voilà, et qu'on aimerait bien aussi mettre en place. D'accord. Est-ce qu'il y a des pays vers lesquels vous aimeriez vous tourner ou plutôt est-ce qu'il y a des zones où c'est plus difficile que d'autres? Oui, il y a des zones parce qu'il faut connaître les communautés. Donc au début c'est un travail très communautaire, donc ça prend du temps. On a commencé un peu avec l'Afrique de l'Ouest, avec la Guinée, le Niger, un peu le Congo, mais le Congo, le problème d'un opérateur sur 3 qu'on est en train de résoudre et que d'ici mars on aurait justement les 3 opérateurs. Donc tout ça on est en train de mettre en place justement pour pouvoir toucher un maximum de monde. Et puis ça vient aussi de la demande des personnes. Donc dès qu'une communauté dit on a entendu parler, ça peut nous aider, on aimerait bien que tel magasin à cette rue puisse revendre le produit, ben nous on y va avec plaisir. D'accord. Voilà, et on va aussi rajouter dans ce cas-là les recherches locales. C'est que maintenant on pourra faire des recherches belges, donc du Lika, du Vectone, du BES, et on pourra aussi faire des recherches internationales sur la plateforme et voilà. Donc, d'accord. On est en train justement de faire ce système qui répond justement à tous les besoins en matière de technologie
de nos utilisateurs. D'accord. Alors, et le Maroc, on le regarde avec insistance, donc on aimerait bien. Mais c'est très bien, c'est bon à savoir, en tout cas pour une partie de nos internautes, auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur Al Mouatin TV, évidemment, et dont une grande partie se trouve au Maroc. C'est une bonne nouvelle que vous venez de leur annoncer. On va peut-être aborder 2 questions d'actualité, Serge de Patou et vous également, Stéphane Hugeux. La première, c'est que il s'est ouvert donc depuis aujourd'hui le sommet Union européenne-Union africaine, 4e sommet, puisque le dernier a eu lieu à Bruxelles en 2014, avec plusieurs thématiques à l'ordre du jour, la jeunesse notamment, la coopération, l'entrepreneuriat, mais aussi la sécurité. Vous avez aussi en charge au niveau de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, dont je précise que vous êtes le premier échevin, vous avez la coopération dans vos attributions. Alors, quel est votre regard, ou d'après vous, quels sont les enjeux de ce 4e sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine? Alors, je pense qu'il faut avoir une bonne conception de la coopération. La coopération, c'est une collaboration mutuelle. Ce n'est pas le fait que l'un connaisse et l'autre doive apprendre. Ça, c'est dépassé, c'est vraiment dépassé. Mais je sens que dans l'opinion publique, ça doit encore évoluer. En réalité, il y a un potentiel mutuel qui crée la richesse potentielle. Et donc, pour moi, ce genre de grand sommet, c'est cet élément qu'ils doivent pouvoir mettre en valeur, parce que l'Afrique a un potentiel énorme, tant pour les Européens que pour les Africains, et l'Europe a un potentiel énorme, tant pour les Africains que pour les Européens. Et il faut trouver ces collaborations, et surtout ne pas se braquer sur des problèmes de peur et de repli sur soi, ce qui est quand même une tendance actuelle catastrophique. Stéphane Hugeux, vous êtes jeune créateur de start-up. La jeunesse, on en parle énormément au niveau des institutions européennes, au niveau de l'Afrique. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent néanmoins pour les jeunes sur le continent africain ? Ça avance, je pense que oui, dans le sens où quand on regarde même en matière de téléphonie mobile et dans ce domaine, on est plus avancé en Afrique qu'en Europe, en termes même d'ingénierie financière. Je pense que le potentiel, il y est. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Le problème, c'est, quand on parle d'électricité, on parle ou d'Internet. Je pense que s'il y avait un accès à Internet et électricité qui était là tout le temps, on verrait des choses qui se passent et des innovations qu'on ne verrait même pas ici. Je pense que le potentiel et le vivier là-bas et les capacités sont énormes. Maintenant, il faut un soutien, il faut un appui, en tout cas au niveau des infrastructures. Et après, le reste viendra, je pense, naturellement, parce qu'il y a des ressources, il y a de l'argent, il faut juste que ça soit alloué au bon endroit et justement enlever ces clichés que monsieur ici parlait au niveau d'assistance et bien sûr. Tout ça. Donc, mais est-ce que vous comprenez le fait que des jeunes en perte de repères, sans aucune perspective, puissent tenter leur chance pour venir en Europe et se retrouver dans des camps en Libye ? C'est plus politique que technologique, mais ça, pour moi, c'est là où c'est triste. Ça vous a touché ? Oui, c'est quelque chose. Oui, les images sur l'esclavage, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, et c'est quelque chose qui est. Je ne sais même pas mettre les mots qu'il faut. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, et ça a des conséquences. Maintenant, il faut voir jusqu'où ça vient et pourquoi. Poser les bonnes questions et répondre. Est-ce que les gens veulent vraiment aussi répondre à ces questions et remédier aux problèmes? On voit que au moins ça a conscientisé un peu plus les gens. Maintenant, après, il faut de l'action. Il faut prendre des résolutions assez fermes. Et c'est un business aussi. Les gens voient ça comme un business. Et pour moi, c'est un business qui est inhumain et qui ne devrait pas avoir lieu. Il faudrait vraiment le contrer de toutes les manières possibles, parce que voilà, quoi. Comment vous avez vécu ça, Serge de Patou, ces images? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je pense que ces images sont très importantes. On a régulièrement des manifestations pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça par rapport au génocide des Tutsis, plus jamais ça par rapport au génocide juif, etc. Et en même temps, on a des photos, donc on a des images, et on sait que des drames qui ne sont peut-être pas des génocides, certes, mais qui sont des drames, se produisent encore aujourd'hui. Eh bien, nous sommes donc interpellés.
nous devons être interpellés. Parce que quand on reprend les faits, si je prends les 2 génocides que j'ai cités, ou le génocide au Cambodge, en réalité, la communauté internationale était parfaitement au courant. Elle le savait. La communauté internationale est restée, entre guillemets, sur le quai de la gare. Aujourd'hui, la communauté internationale est parfaitement au courant et elle a tendance à rester sur le quai de la gare. C'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable. Et des sommets tels que, je dirais, la grand-messe qui s'entame maintenant, c'est aussi pour contribuer à ce que l'inacceptable n'existe plus. L'inacceptable n'existe plus. C'est peut-être, en tout cas avec ces mots que nous devrions garder à l'esprit pour essayer de faire en sorte que ce genre d'abomination ne se reproduise plus lorsqu'il y a une déshumanisation pure et simple des personnes et une violation massive, je dirais, des droits de l'homme et des règles de base du droit humanitaire. C'est en tout cas par ces mots que je vais donc vous remercier tous les deux. Merci infiniment Stéphane Hugeux. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la start-up Ewala qui proposait donc des solutions en matière de télécommunications. Vous êtes présent dans 37 pays africains et au-delà. Merci infiniment à vous, Serge Depatoul. Vous êtes député bruxellois et premier échevin à Woluwe-Saint-Pierre. Et nous allons sans transition passer à notre chronique avec Malika Madi. Place à la chronique de Malika Madi qui vous sera donc régulièrement proposée ici donc dans Horizon Intellectuel. Mais avant cela, on va faire connaissance avec la romancière, l'essayiste et la conférencière. Malika Madi, bonjour. Bonsoir. Alors, très chère Malika, j'ai eu beaucoup de mal en fait avec les différents ouvrages que tu as publié, puisque je le répète encore une fois, tu es donc auteur de plusieurs romans et essais. On va peut-être en citer quelques-uns: Nuit d'encre pour Farah, Les silences de Médéa, Les impressions nouvelles, Shamsa, fille du soleil, artiste, Je ne suis pas raciste, mais, 3 petits points, ça m'intrigue ça. Maternité et littérature, création et procréation. Vous avez donc décidé de te lancer dans l'écriture de pièces de théâtre, et je pense qu'à ce jour, tu en es à 2 pièces. Oui. Je parle sous ton contrôle, hein. Donc il s'agit de Sucre, venin et fleurs d'oranger et Un homme libre. Alors, toute cette énergie, au fond, tu la puises où ? Alors, mon énergie, je l'appuie surtout dans ma condition de citoyenne. Je pense qu'un écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui est là pour parler de son temps, pour parler des choses qui l'intriguent, qui le questionnent. Donc moi, je m'inscris dans cette démarche-là, c'est-à-dire de mettre l'accent sur l'actualité. Donc oui, mes romans parlent de la condition des femmes, parlent de l'immigration, des violences faites aux femmes. Et depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, je m'intéresse très fort aussi à la psychogénéalogie et à la transmission, parce que je crois qu'aussi notre devoir de citoyen, de parents et d'artistes, c'est d'œuvrer pour une meilleure transmission pour nos enfants en tout cas. En tout cas, il y a un fil conducteur dans les ouvrages que tu as publiés. C'est qu'au fond, on sent très bien que tu te nourris à la fois de l'actualité, de l'expérience personnelle, le fruit de tes observations, au fond. Le travail d'écriture à ce moment-là, comment il se fait ? Comment tu t'organises finalement pour essayer de garder chaque fois dans un coin de ta tête des éléments spécifiques que tu restitues à travers l'écriture ? Je crois que d'abord, l'acte d'écriture est un acte qui est inné en l'individu. Soit on se nourrit de ce que l'on voit pour produire une œuvre, soit on l'exprime sur scène quand on est comédien ou sur une toile lorsqu'on est peintre. Donc un artiste, l'art n'est qu'un vecteur finalement de transmission, mais c'est vrai que moi, l'écriture, c'est mon moyen, c'est ma manière à moi d'exprimer les choses. Parce que j'adore la langue française aussi, j'adore la parler, j'adore l'écrire, la manipuler. Donc pour moi, c'est certainement...
le meilleur moyen, et puis le seul que je connais, parce que je n'ai aucun autre don, je n'ai pas pour jouer la comédie ou pour peindre. Donc l'écriture, c'est ma manière de vulgariser, en tous les cas de remettre, en tous les cas de transmettre, et surtout de mettre des mots sur les mots, hein, mots MOTS sur les mots MAUX. Ça, c'est très important pour moi. Pourquoi les pièces de théâtre? Le théâtre, parce que donc moi je suis arrivée très tardivement au théâtre. Donc moi je suis d'abord une solitaire, donc j'ai toujours aimé écrire seule, et le livre est quelque chose que le lecteur reçoit d'ailleurs ou ne reçoit pas, mais lui aussi seul finalement. Et j'ai découvert le théâtre un peu par hasard grâce à un ami, Ben Amidou, qui m'a demandé de venir travailler avec un groupe de femmes à Molenbeek. J'ai adoré faire ça. Et j'ai réalisé d'abord que le théâtre était un art de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'en fait l'émotion est transmise tout de suite. Alors, il y a une interaction avec le public, bien évidemment. Oui, il y a une interaction. Et puis il y a cette idée que le théâtre est une matrice. Quand on est au théâtre, on est extrait du monde. Tout peut arriver à l'extérieur, mais on est en vase clos et tout peut être dit, tout peut être partagé. Et tout peut être débattu aussi, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, que ce soit un lieu de débat. Donc voilà, je crois que quand on a goûté à ça, on ne peut plus s'en passer. Et puis après, j'ai eu envie de continuer, de m'inscrire dans le théâtre, d'inscrire mon travail dans le théâtre aussi. En tout cas, horizon intellectuel sonore de te compter désormais comme chroniqueuse. Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. C'est peut-être le lieu de connaître cette première chronique. Eh bien oui, avec plaisir. En fait, je voulais revenir sur un sujet d'actualité. On vit quand même une période de notre histoire contemporaine assez troublante. Et j'avais envie de revenir sur les émeutes qui se sont passées à Bruxelles, notamment ces dernières semaines. Et voilà. Il faut le rappeler, donc c'était suite à... C'est un match de football, à la victoire du Maroc. Oui, victoire du Maroc, tout à fait. Voilà. Et puis encore récemment à l'Avenue Louise. Et donc, c'est-à-dire que moi, quand je travaille aussi bien dans mon travail d'auteur que dans ma réflexion personnelle, c'est toujours d'aller voir en amont ce qui se passe. Je veux dire, quand on observe un phénomène aujourd'hui de société, on l'observe avec notre regard de l'urgence et de l'actualité, mais on ne prend pas le temps d'aller voir pourquoi les choses sont installées de cette manière. Et moi, c'est ça qui m'a interpellée. J'ai écrit d'ailleurs pas mal de choses là-dessus sur les réseaux sociaux, et puis évidemment les gens ont réagi de manière plutôt violente en disant finalement nous avons aussi notre responsabilité, nous, collectivité, sur ce qui s'est passé. Je pense que nous avons une responsabilité parce que ce sont nos enfants, et que bien sûr nous sommes parents de nos propres enfants, mais aussi des enfants de la société, et en tant qu'adultes et responsables, que ce soit responsables politiques, des responsables culturels, des responsables de l'enseignement, nous avons notre part de responsabilité. Quand un gamin tape son poing dans une voiture, la première personne qui a mal, c'est lui, c'est sa main évidemment qui souffre. Donc je crois que la violence que ces jeunes expriment, c'est d'abord une violence qu'ils vivent eux-mêmes personnellement. Et je sais toujours de comprendre ce qui peut amener ce genre de jeunes, en tous les cas, à avoir accès à la violence pour exprimer des choses. Et je suis partie du constat, et mon travail désormais s'inscrit là aussi, c'est ils sont en perte d'identité. Ils sont en perte de repères, et surtout, on les a amputés de leur histoire. Moi, je fais depuis 17 ans des animations dans les écoles. Je rencontre des jeunes dans toute la Belgique, et très récemment, j'ai commencé à animer des débats dans les IPPJ, et j'ai été étonnée et surprise de voir que ces jeunes ne connaissent pas leur histoire. Ces jeunes ont aujourd'hui 14, 15, 16, 17 ans, et ils ne savent pas pourquoi leurs grands-parents sont arrivés, dans quel contexte, avec quel contrat, comment tout ça s'est inscrit dans la durée. Je pense qu'on les a complètement amputés de cette histoire, et amputer un individu de son histoire, c'est le priver aussi de ce qu'il est fondamentalement. Et quand on est en porte-à-faux, lorsqu'on est en recherche de soi-même, eh bien, et qu'on n'a pas les réponses, on se révolte. Et puis on vit une frustration abominable aussi. Mais cette frustration qui donne lieu à des actes de violence, donc ça veut dire au fond que cette perte de repères, ce déracinement finalement, cette absence totale de perspective peut générer
ce sentiment de colère selon vous? Oui, il y a ça, et puis il y a aussi, je l'ai écrit aussi très récemment, je crois qu'un adolescent qui est incapable de rêver est un adolescent qui est une bombe. Un adolescent doit rêver le monde. Pour faire rêver un adolescent. D'abord, je pense qu'on doit essayer de ne pas généraliser. On doit essayer de construire aujourd'hui une école qui peut correspondre un peu mieux aux attentes de cette nouvelle génération. Il faut savoir qu'il y a des programmes scolaires qui n'ont pas changé depuis 50 ans. Aujourd'hui, on parle de l'histoire, la même histoire qu'on racontait aux gens dans les années 60 ou 70. Mais ce n'est pas ça qui explique la violence. Ça n'explique pas, mais disons que quand vous êtes déjà quelqu'un qui n'avait plus du tout de repères, qui ne savait pas d'où vous venez, je veux dire, vous avez déjà des lacunes dans votre comportement, des lacunes dans votre histoire, et ça se répercute aussi sur votre vie de tous les jours. Donc je crois que c'est d'abord de valoriser qui ils sont. J'ai un professeur qui me disait, par exemple, très récemment, il est dans certaines classes impossible de parler de la Shoah. Voilà, dès que vous arrivez à cette histoire de la Shoah, il y a des jeunes qui se rebellent, qui ne veulent pas, etc. Et elle a eu l'idée de commencer par parler du colonialisme et de l'esclavagisme. Elle a commencé à parler de ça, et en arrivant à la Shoah, tout à coup, l'écoute a été différente parce qu'on a commencé aussi à parler de ce phénomène-là. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier les souffrances qu'ont connues d'autres peuples, dont ils sont issus. Et je crois qu'à part l'instant où on se réconcilie avec ça, eh bien la porte est ouverte aussi pour parler d'autres choses et de choses aussi sensibles que la Shoah. Alors précisément, est-ce que, au-delà de l'école, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité en amont des parents ? Oui, évidemment qu'il y a une responsabilité des parents. Alors, ceci étant dit, lorsque des parents sont en échec, lorsque des parents sont en situation... Alors, en échec, c'est-à-dire chômage, exclusion sociale. Tout à fait, et puis aussi parfois dépassés par la modernité, par la société, et je crois que c'est là où justement doit intervenir le collectif. Alors, évidemment, moi, si j'étais politicienne, si j'avais des solutions, je serais politicienne, c'est plutôt ça la phrase que je voulais dire. Mais en même temps, je pense que on doit s'impliquer un peu plus aussi dans l'aide qu'on leur apporte, et c'est de revoir aussi l'enseignement, c'est de revoir la manière dont on enseigne, c'est de revaloriser aussi le secteur professionnel, parce que on est dans une société où nous ne reconnaissons que les élites, que les intellectuels, que les universitaires, et on ne valorise pas suffisamment les études professionnelles et techniques, alors que ce sont des études qui peuvent aussi vous mener vers une réussite sociale, une réussite économique. Vous allez dire qu'il y a un discours culpabilisant dans la société aujourd'hui qui catégorise la réussite selon le niveau, la qualité des études. Évidemment, je veux dire que quand je vais dans certaines écoles à Bruxelles notamment, des jeunes me disent « moi je suis dans une école poubelle et j'ai pas envie de venir dans cette école poubelle parce qu'elle est mal vue, elle est mal perçue ». Donc d'abord essayer de décloisonner ça, parce que quand on voit un peu le cloisonnement de certaines écoles à Bruxelles où certaines sont considérées comme des écoles élitistes et d'autres qui ne le sont pas, ces jeunes le savent, donc déjà leur sentiment d'être un peu inférieur ou d'être un peu les laissés pour compte de la société commence des fois dès l'école primaire. Et c'est un sentiment qui naît, qui se nourrit, qui grandit, parce qu'on rien n'est fait pour valoriser l'école où ils sont. Je discutais avec une maman très récemment qui me disait « mais l'école où va mon enfant, qui est une école ce qu'on appelle en discrimination positive, il y a les enseignants se font rares, personne ne veut enseigner dans ces écoles-là, donc il est difficile de trouver des professeurs d'anglais, de français, parce que ce sont des écoles considérées comme difficiles. Donc je crois que c'est déjà toute la structure qu'il faut revoir si on veut aller vers une société un peu plus apaisée. Mais on sent quand même qu'après les événements de Bruxelles qui ont été évoqués il y a de cela quelques instants, il y a eu quand même beaucoup de prudence de la part des politiques. Est-ce que c'est la proximité des élections qui rend le discours un peu plus mesuré, plus modéré, plus tolérant? Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Hein. Moi, j'ai entendu notre Premier ministre dire il faut une tolérance zéro, ce qui est vrai. Il faut une tolérance zéro, bien sûr. Les casseurs doivent être punis. Ça, c'est au niveau fédéral, bien sûr. au niveau communal. Oui. Mais je pense que, oui, évidemment, probablement que les politiques sont très prudents aujourd'hui. Peut-être parce que les élections approchent, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas de solution dans l'immédiateté. Alors, précisément, parmi ces solutions, il y a quand même des pistes que l'on peut envisager, voire évoquer. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui te paraissent
pertinent. Alors moi, je reviens encore avec ça, c'est vraiment de permettre à ces jeunes de retrouver une place et une citoyenneté. J'avais écrit très récemment dans un billet d'humeur que j'avais publié, je pense, dans La Libre, où je disais il faut redonner un sentiment de patriotisme à ces jeunes. On fait comment ? Alors, on fait comment ? D'abord, je crois qu'il faut revenir peut-être à ce qu'on appelle le service civique. Moi, je crois que c'était bien, à un moment donné, lorsqu'on avait des jeunes qui, après leurs études, pouvaient passer un an à travailler dans la société, à œuvrer. Alors, je ne dis pas un service militaire dans le sens stricto sensu tel que l'ont connu nos frères aînés qui ont aujourd'hui 60 ans ou plus, mais de leur permettre d'avoir un lien avec la société, avec le civisme. C'est quoi être civique aujourd'hui ? Ça, ils ne le savent pas. Donc, c'est de leur redonner le goût de la nation, le goût de la patrie. Alors, évidemment, j'ai des gens qui se sont dit, mais c'est quoi ce mot patrie ? C'est un mot vraiment dépassé du 19e siècle. Alors, trouvons un autre mot. Moi, si le mot patrie ne vous convient pas, trouvons-en un autre. Mais je crois qu'il faut leur redonner, il faut qu'ils sentent que la société leur appartient. Qu'ils sont qu'il y a un sentiment d'appartenance, et à partir de l'instant où c'est à eux, où ce pays est à eux, cette société est à eux, ils la préserveront. Ils feront ce qu'il faut pour la protéger et non pas pour la casser. Dernière question, Malika Madi, on en est où avec le vivre ensemble ? Je crois qu'il y a énormément de chemin à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de bonne volonté qui sont prêts à donner du temps, à donner de l'énergie. Moi, le sentiment qui est le mien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des phénomènes tels que ceux-là, j'ai l'impression qu'on recule, que tout le travail que l'on mène, travail de fourmi, travail de pas à pas qu'on essaye de mener, eh bien très vite peut reculer parce qu'un attentat, parce qu'une émeute, et donc je crois qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Et revoir fondamentalement la manière dont fonctionne aujourd'hui notre société à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, le débat reste naturellement ouvert et nous serons très heureux d'y revenir autant que faire se peut sur le plateau d'Horizon Intellectuel sur Al Mouatine TV. À très bientôt.